parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la première de la semaine. Les grandes gueules, nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir pour vous aider à mieux comprendre notre actualité, nos actualités, celles qui vous conditionnent tous les jours. L'équipe s'est mobilisée, vous pouvez participer à cette émission comme à l'accoutumée en envoyant votre message au plus 224 657 39 13 13 ou tout simplement en allant sur Twitter. Pour vous qui êtes sur la twittosphère, vous pouvez simplement réagir à cette émission en nous envoyant votre avis, votre réaction. Aïssatou Sané se fera l'obligeance d'en rendre compte ici même dans les grandes gueules. Kassori Fofana ici, toujours écroué. Ils en auront encore pour un mois, tout au moins. Ce temps est celui que la Cour suprême a requis, justement, pour se prononcer sur le sort de l'ancien Premier ministre. Dans la foulée, un des avocats du pool de la défense, en l'occurrence Maître Konaté, a dû arrêter sa collaboration pour divergence d'approche de défense, donc de stratégie. Nous posons donc la question de la stratégie ce matin, mais aussi du sort réservé à l'ancien Premier ministre par les tribunaux guinéens. Maître Ousmane Sey, il est un des conseils de Dr Ibrahima Kassori Fofana. Nous l'aurons dans le fil de cette émission à partir de Dakar. Et puis nous posons également la question de l'impact des subventions de l'État. Tenez-vous bien, 600 milliards de francs guinéens par mois de subventions sur un certain nombre de produits qui sont donc consentis par l'État guinéen. Quel en est l'impact sur le marché puisque les prix continuent de flamber? Jacques Léo s'est intéressé au sujet. Il nous en rendra compte. Et puis, on pose la question, un dossier d'enquête, faut-il le préciser, l'acquisition et la distribution des moustiquaires imprégnés, celles que l'on appelle les Milda, par la pharmacie centrale de Guinée. Comment comprendre les coûts et donc tout ce qui entoure la procédure autour d'un marché attribué au Béninois Palutech. Nous avons mené l'enquête, restitution ici dans la deuxième partie de cette émission. Et puis le dossier qui fait parler de lui, Global Gold, cette société d'exploitation aurifère, et l'affaire des 5 milliards proposés à un agent public pour noyer, si vous voulez, une procédure de recouvrement des impôts pour le compte de l'État guinéen. Jacques a également posé des questions. Il vous en rend compte ce matin. Bienvenue à chacun et à chacune de vous. Les grandes gueules, nous démarrons avec Djiba Milimouno qui est déjà avec nous. Bonjour Djiba. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bonjour Jacques. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Voilà, bienvenue à chacun de vous. Et Jacques, on va directement aller sur ce dossier-là. Le prix du riz, par exemple, et ce n'est pas le seul produit par ailleurs. On pose la question de l'impact de la subvention consentie par l'État guinéen mensuellement sur finalement des prix qui ne cessent ou de se maintenir ou d'enfler tout simplement. Il faut en parler parce que généralement quand on pose le débat sur l'augmentation des prix des denrées de grande consommation, on a toujours l'argument de la part des vendeurs qui disent mais vous voulez qu'on vous vende ces produits à des coûts moins chers alors que nous souffrons à l'importation. Alors à chaque fois qu'il y a eu des rencontres entre le gouvernement, à l'époque il n'y avait pas la chambre de commerce mais les opérateurs économiques, il y avait toujours des protocoles qu'ils signaient mais on se rendait compte que l'État ne mettait pas en œuvre sa promesse. Donc il ne respectait pas ses engagements. Et même s'il respectait ses engagements, tous les opérateurs économiques ne bénéficiaient pas de ces avantages qui étaient accordés au niveau du port autonome de Conakry.
Cette fois-ci, il y a eu un accord qui a été signé. Et l'accord, en plus de la Chambre de commerce et du gouvernement, il y avait la direction nationale des douanes qui a donc travaillé techniquement sur les facilitations qu'on pouvait accorder à l'ensemble des importateurs. D'ailleurs, cette fois-ci, même si avant il n'y avait pas de monopole, mais lorsqu'il y avait ces facilitations, il y avait un groupe d'opérateurs qui bénéficiaient et d'autres ne bénéficiaient pas. Et donc ceux qui ne bénéficiaient pas faisaient en sorte que les prix ne soient jamais uniformes ou pouvaient continuer, n'est-ce pas, à enfler. Cette fois-ci, non seulement il y a eu des facilitations, mais c'est pour tout le monde. J'ai eu au moins la confirmation des opérateurs économiques eux-mêmes, ceux qui importent, en tout cas quelques opérateurs qui disent cette fois-ci c'est mieux qu'avant, parce que si vous avez la possibilité d'importer, vous avez une exonération. Vous avez une exonération. Il y a donc sur cette base des facilitations qui ont été accordées. Il y a eu, si vous voulez, du plafonnement. On a plafonné certains prix, les prix de certains produits. Je vais lire ça pour qu'on comprenne, pour que nos auditeurs aussi comprennent. Le riz de qualité confondue 25% de 50 kg, prix TTC à l'importation c'est 250 TTC, donc, toute taxe comprise. Toute taxe confondue, donc c'est ce que le grossiste doit, c'est à ce prix-là que le grossiste doit livrer. Au détail, les grandes gueules. À 265 000. Le riz parfumé, qualité confondue, passe de 285 000 donc prix TTC à l'import et 300 000 au détail. Et 5% qualité confondue étuvée, barabara donc, de 50 kg, 285 000 chez les grossistes et 300 000 au détail. Le sucre, c'est de 340 000 à l'importation, donc, et non pas à l'importation chez les grossistes, et 360 000 au détail. La farine qualité confondue, c'est à 355 000 au détail. Huile Siao, 307 000 chez les grossistes et 325 000 chez les détaillants. Vous avez le lait en poudre, vous avez un certain nombre de produits comme ça qui ont été pris en compte dans ce protocole d'accord signé le 20 janvier dernier. Le protocole concerne, ça c'est la première des choses, concerne Conakry, le Grand Conakry. Pour l'intérieur du pays, ça même, je suis contre ça, mais je reviendrai sur ça. On a pris en compte le Grand Conakry. Tous ces prix-là doivent être appliqués. À ce prix à Conakry. À ce prix à Conakry. Mais il y a quelque chose de très important qui est marqué. Le dernier paragraphe du protocole dit toute vente de ces produits au-delà du prix maximum retenu constitue un détournement de destination privilégiée et expose l'opérateur au paiement ou remboursement de la facilitation accordée et des pénalités conformément au cadre des douanes. Donc, c'est clair. Si quelqu'un ne respecte pas ces prix, les facilitations qui lui ont été accordées par la douane, il doit les rembourser. Il doit les rembourser. C'est cela. Et or, aujourd'hui, nous avons des témoignages. Pour que ce soit clair pour nos auditeurs, on ne demande pas de sacrifice aux commerçants. En fait, ceux qu'ils ont l'habitude de payer, l'État le paie à leur place. Et donc, on leur demande de ne pas imputer cela à l'achat par le consommateur lambda. C'est bien cela. C'est bien cela. Parce que les exonérations ont coûté à l'État 600 milliards de francs guinéens. Par mois. 600 milliards, c'est ce que l'État c'est à cela l'État a renoncé. Pour que les prix, les produits des denrées de grande consommation reviennent à des prix, à des coûts abordables aux citoyens. Le problème c'est simple, c'est pas de l'aumône comme tu l'as dit tout à l'heure. L'État a déjà payé. Donc c'est une obligation pour les commerçants de respecter cela. Alors moi mais depuis le 20 janvier, ce n'est pas respecté. Mais Jacques, ça ne va pas se faire ça ne va pas se respecter si l'État ne le fait pas respecter. Oui, justement, parce qu'il y a le ministère du Commerce s'est engagé, le ministère du Commerce, mais également la Chambre de commerce, se sont engagés à suivre cela dans les marchés. Je crois, pour l'instant, et ça c'est confirmé, du côté des grossistes, c'est respecté. C'est dans les marchés au détail
que les gens ne respectent pas. Ils se concertent entre eux et ils fixent le prix. Mais il y a des directions communales, il y a des directions communales du commerce. Il y a les chambres communales du commerce. Les gens ne se bougent pas pour aller dans les marchés et veiller à ce que cela soit respecté. Finalement, les 600 milliards, qui va profiter? C'est les commerçants. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Et je veux terminer par l'intérieur du pays parce que dans le protocole d'accord, on a dit, bon, pour l'intérieur du pays, les commerçants n'ont qu'à prendre en compte le transport. Donc le transport qu'ils effectuent de la capitale pour l'intérieur du pays. Moi, je pense que toujours est-il que même, laisser aller. Mais Jacques, toujours est-il que même à l'intérieur du pays, il y a quand même cette marge. Qui va comment on appelle? Je crois qu'ils tiennent compte du transport. Mais le transport. Mais il ne faut pas dire qu'il faut tenir compte du transport comme ça. Il faut le fixer. Parce que c'est l'État qui fixe le transport, de commun accord avec le syndicat des transporteurs. Donc on connaît le transport par personne. Mais il faut travailler déjà maintenant sur le transport des marchandises. En ce moment, quelqu'un ne va pas se retrouver à Dingira, il va dire, bon, moi je vais vendre à 350 000 le sac parce que c'est ce que ça m'a coûté au transport. Il faut que l'État puisse fixer de la même manière qu'il a fixé pour le Grand Conakry. De toute façon, c'est la question légitime qu'il faille se poser aujourd'hui. C'est un gros effort, c'est même unique. D'après les informations que Jacques a pu glaner, on n'avait jamais vu ça auparavant en dehors des périodes de Ramadan et ces périodes spécifiques-là. La question, c'est comment on opérationnalise ça. Justement. Comment on fait observer ça par le commerçant. Au niveau des grands commerçants, c'est faisable. Parce que de toutes les façons, c'est généralement des entités qui sont identifiées, qui sont connues de l'État et même les autres. Mais la difficulté, et là où j'ai été satisfait, parce que j'avais une difficulté, la difficulté c'est pourquoi les commerçants, comment on appelle, les gros importateurs, est-ce qu'ils ont respecté cette mesure? Tu m'as dit oui. Parce que tout simplement, avant... Les grandes gueules. Même si les grossistes. Les grossistes. Même si l'État subventionnait. Il y a un procédé au niveau du port qu'on appelle la surestarie. C'était créé expressement. C'est-à-dire que tu importes ta marchandise, tu la stockes au niveau du port, le conteneur, le temps de sortie, les heures ou les jours que tu mets... Les jours supplémentaires, sur le délai... Sur les délais, tu payais. C'est normal. C'est normal. Sauf qu'à un moment donné, la lenteur était expressement créée pour que les grossistes puissent payer au niveau du port. C'était certainement dû à la qualité de notre port. Le service au port, c'était pas fameux. Au-delà de ça, au-delà du fait que c'était pas fameux, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argument est moins plausible que de dire qu'il y a une lenteur qui n'est pas de notre fait, parce qu'aujourd'hui, le service est amélioré. Mais sauf que ça continue. Mais si les grossistes respectent la mesure, le plus difficile, ce sont les détaillants. Et quand Jacques dit qu'ils se concertent, la plupart du temps, ils ne se concertent même pas, les détaillants. Chacun fixe son prix au gré de son imagination. Tu peux trouver une boutique à un point B et une autre boutique qui jouxte la même boutique pour le même produit avec des prix différents. C'est vrai. Avec des prix différents. C'est-à-dire qu'un bonbon peut coûter chez mon voisin à 500 francs et chez moi ça va coûter 700 francs. On s'en fout. On s'en fout. Et donc il faut... Parfois ce n'est même pas avec la boutique d'à côté. C'est dans la même boutique. Tu verras un client qui est là, vous demandez le prix, on va dire à l'autre client... À la tête du client. Oui, on va vous demander d'attendre que celui qui est venu après vous soit servi et après vous, on vous sert un autre prix. À la tête du client. Pour la question du sucre, Jacques, moi je voudrais bien que l'État prenne ses responsabilités parce que le sucre, quand tu pars dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le sucre se vend au kilo. Sauf que le kilo est une balance qui existe et quand tu viens, il mesure devant toi. Mais ici, le kilo, c'est au gobelet. Oui, le kilo, c'est au gobelet. Oui. Quand c'est rempli. Quand c'est rempli, on met. C'est pas rempli. De toute façon, le kilo, c'est au gobelet. Qui te dit que ce gobelet-là vaut vraiment un kilo de sucre? Non, il y a toute une procédure qui est là, qu'il faut que l'État soit exigeant là-dessus. Je pense que c'était l'année dernière. Concrètement, Roby, on règle la question comment? Oui, on règle la question. Pour une première fois. Certes, on va me dire, on met des services de surveillance sur la place. Sauf que les services de surveillance vont être corrompus au bout de la chaîne. Donc ça ne marchera pas. L'année dernière, il y avait une réflexion qui avait été soulevée. C'était d'amener, vous savez... Est-ce qu'il faut faire comme Alpha Condé, avec des magasins témoins?
Non, pas C'est quoi la solution? Oui, vu que le Guinée est dans la spéculation. Je viens pas forcément les magasins témoins. C'est très difficile de lutter contre la spéculation à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut faire, par exemple, c'est qu'on peut le réduire. On peut la réduire en imposant ou en exigeant que les boutiques ou les magasins identifiés se munissent de ce qu'on appelle les caisses électroniques. Les caisses électroniques de paiement. C'est-à-dire que quand tu viens, tu payes, il introduit... Toi, tu n'es pas réaliste, tu n'es pas ici. Tu compliques la chose. Mais reviens en Guinée, Roby. La meilleure façon, Tamba. La meilleure façon. Daouda, laissez-moi d'abord proposer ma solution difficile et après vous amènerez les vôtres faciles. Oui, mais tu m'as demandé la solution. Moi, ma solution. D'accord. Je te donne ma solution. Après, si toi, tu as une autre solution. Donc, pour toi, un terminal de paiement électronique. De paiement électronique. Parfait. Pas qu'on va payer à travers les cartes bancaires, parce que tout le monde n'est pas muni d'une carte bancaire, mais au moins qu'il y ait des reçus qui soient délivrés. Et vous savez, ça sert à quoi? Parce qu'à la fin du mois, soit les services des impôts ou des services dédiés à la cause peuvent venir faire le tour de ces magasins, tout simplement vérifier à travers l'enregistrement au niveau de la mémoire de ces machines, les prix qui ont été dédiés à chaque produit. Et à partir de ce moment-là, on peut peut-être prendre des sanctions. D'accord. Je me dis que ça peut servir. D'accord. Bon, ça c'est la solution Roby. Voilà. Est-ce qu'il faut par exemple pas un numéro vert qui fonctionnerait d'ailleurs? Un numéro vert, oui. Il y a tellement de numéros verts. Vous savez, aujourd'hui, c'est nous qui sommes bien informés des différents prix et autres. Il faut communiquer, mais vraiment intensement, auprès des populations, que le citoyen sache que ce sac-là, si on vous dit 300 000, ce n'est pas 300 000. C'est 250 000, c'est 200 000, c'est 100 000. Que cela soit sûr de la population. Ils le savent déjà. Non, ils tous ne le savent pas. Il y a pas. On est en train d'en parler, mais je te dis, Roby, va dans le quartier. Les citoyens ne savent pas. La peau dure dans ce pays, les citoyens ne savent pas qu'un protocole a été signé. Mais lui-même, il ne savait pas. Il ne savait pas, voilà. Il n'achète pas de riz. Toi, Roby, tu ne savais pas. C'est un importateur. Après la signature de ce protocole, il faut sensibiliser. Il faut intensement informer les populations. Et surtout qu'il y a tellement de facilités d'accès aujourd'hui. Informer comment? Exiger que les prix soient affichés. C'est pas compliqué. Non, il faut les afficher. Ouais. Il faut s'afficher les prix. Voilà. Comme ça, l'État les publie et on sait. En venant au marché, vous savez à combien vous devez acheter. Et là, les contrôleurs, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. De manière inopinée, peuvent relever ça. Afficher les prix, c'est une solution. Un numéro vert, non. Bien sûr, un numéro vert, oui. Ça marche pas. Des agents. Intensement communiquer, c'est la solution. Parfait. Djiba, des agents pour suivre la mise en œuvre. Dites-moi, juste une parenthèse, Djiba, si tu permets. Mohamed Mara parlait d'affichage. Oui. Je suis d'accord, ça c'est pour les boutiques. Et qu'est-ce que vous faites des marchés hebdomadaires? La dame qui est assise, qui vend le cube magie, qui vend. Non, il y a quand même des produits concernés. Bien sûr, mais ces produits-là je pense que Jacques est revenu là-dessus. Ces produits-là se retrouvent chez les tabliers, dans le marché. Donc, moi je considère que on ne peut pas vouloir imposer cela à des gens qui sont dans les boutiques et ne pas les imposer à des gens qui tiennent des tabliers au sein du marché. Ailleurs, ça marche comme ça. Voilà. Ailleurs, vous avez que c'est affiché justement. Elle va l'afficher où? Elle va l'afficher où? Au coin de sa table? On va écouter. En dessous de table? Non, mais Roby, toi tu n'es pas concerné. Laisse-nous autres en parler. Je suis concerné. Tu importes du riz, vas-y. Et je sais de quoi je parle. Moi je mange pas. Il importe du riz. Allez-y. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a deux choses à faire aujourd'hui, puisqu'il faut maîtriser les prix. La problématique, c'est à ce niveau. Alors, dans certains pays, on affiche les prix, on oblige les commerçants à afficher les prix. Dans d'autres, on met en place un mécanisme de contrôle des prix. Ils ont, je pense qu'il y a un pays de la sous-région où ils ont voté une loi sur les spéculateurs. C'est-à-dire ils ont voté une loi condamnant ceux qui font exprès d'augmenter les prix. Alpha Condé, à un moment donné, était sur un projet de loi pour faire passer ça à l'Assemblée pour le contrôle. Où en sommes-nous avec ce projet? Alpha est resté enfermé dans ses projets. Justement. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, on peut relancer cette initiative parce qu'il faut quand même qu'il y ait une loi qui puisse condamner les personnes qui se livrent à cette pratique. Mais Tamba, j'aimerais dire une chose, parce que c'est un véritable problème. Je me pose la question de savoir, Jacques dit 600 milliards, c'est ça? Jusqu'à quand l'État va continuer à subventionner? Parce que n'oubliez pas que... C'est un renoncement.
Oui, ce renoncement Voilà, là. c'est pas que le cash qu'on donne. Oui, mais c'est ça. C'est carrément ça. C'est pareil. C'est à des niveaux quand même. Attention. Dauda. J'en viens. Bon, et vous avez votre mur. Voilà. Parce que ce mur-là suffit pour tout le reste de l'émission. Subventionner ne veut pas. C'est une recette en moins. Justement, subventionner ne veut pas dire que si je donne, il renonce. Et cette rénonciation a des conséquences sur l'économie. Parce que vous imaginez quand même 60 millions d'euros. Oui. Ce que ça nous construirait combien de salles de classe. Cela nous ferait combien de kilomètres de route à l'intérieur du pays par mois. C'est un minimum de 60 kilomètres de route. C'est ce qu'on leur donne. C'est vrai. Mais eux, en réalité, ils ne les répercutent pas. Ils les amassent illégalement, ils les fourrent dans leur poche. C'est ça. 60 milliards. La construction de marchés modernes, par c'est ce exemple. qu'ils encaissent par mois. L'État. Et tu dis que ça n'a pas d'impact? Je suis d'accord qu'il faut féliciter l'État, mais c'est un couteau à double tranchant. C'est pas bon pour l'État parce qu'aujourd'hui les ressources sont rares. Cela dit, Guiba, tous les États le font. Oui, mais ce type de subvention, tous les États y consentent. Mais ils ont une technique d'aller chercher ailleurs. Bon, et nous, je suis d'accord. Justement, et nous aujourd'hui, on est dans une transition. Il faut mobiliser les ressources. Et la mobilisation n'est pas facile. Moi, je me pose la question sur le délai. Jusqu'à quand l'État va continuer à supporter, sachant qu'ils ont des chantiers un peu partout, il faut financer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tant que l'État aura besoin de la paix. La vérité, c'est 600 milliards, c'est le prix de la paix. C'est ça. Pour un gouvernement. Justement, pour un gouvernement. Mais là, qu'est-ce qu'il faut? C'est cela. Cet argent-là, en réalité, c'est pour que les pauvres ne se réveillent pas brutalement et qu'ils ne disent au gouvernement d'un pays sauvagé. Pardon, il fait bien de parler de pauvres. Il y a le Léviathan, je crois que c'est le Léviathan, vous lisez cet ouvrage, vous allez voir qu'il y a une belle formule à l'intérieur que j'ai lue, c'est-à-dire qu'on s'accorde, la société s'accorde ensemble de se choisir un être suprême qui prend au fort pour donner aux faibles. Et effectivement, je pense que c'est cette dynamique. Voilà, c'est une bonne dynamique par ailleurs. C'est cette dynamique parce qu'à l'inverse de certains pays aujourd'hui, on ne parle plus d'économie libérale. On parle aujourd'hui de ce libéralisme un peu sauvage où il y a un petit groupe de personnes qui captent l'essentiel des richesses de la société. Et c'est ce que l'État, à travers lui-même invisible, veut casser pour répartir égalitairement les richesses de la nation. Mais ça a des problèmes, que ça a des conséquences. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à l'image du monde. Il faut saluer cette initiative, mais il faut commencer quelque part parce que c'est une solution conjoncturelle appliquée à un problème structurel. Ça ne peut pas continuer. On a une économie extravertie. Voilà. Nous continuons à importer des produits de première disons consommation et on va continuer à importer. Le jour où il y aura une crise à l'international parce qu'on ne maîtrise pas les prix, parce qu'on importe, ils vont revenir encore avec les mêmes arguments malgré cette subvention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a cette théorie qui veut dire que consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Il faut commencer déjà, comme ils sont en train de jeter les bases d'un développement structurel à tous les niveaux. Et tu fais bien, mon cher Diba, parce que mercredi, nous aurons le directeur général du FODA. Justement. C'est par exemple, à deux niveaux, ils ont deux grandes initiatives. Où l'on finance à taux zéro, par exemple, des prêts. Donc, on fait des prêts à taux zéro. Et même au niveau du remboursement, il y a une clé assez intéressante qui est proposée. Les tracteurs, c'est la même démarche. Et il n'y a pas que ça, par ailleurs, en termes d'initiative. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette dynamique de refondation de l'État. Je suivais le Premier ministre hier qui disait que, justement, la clé est là. La production. Il disait hier, c'est à deux niveaux, la refondation au niveau du développement, mais aussi de retour à l'ordre constitutionnel. Et au niveau du développement, il devrait aussi penser à jeter les bases d'un pays qui est tourné vers l'agriculture. Ah, mais Sidia n'aime pas ça. Renforcer les capacités. Il dit qu'une transition ne développe pas. Que ça ne fait pas de route. On ne peut pas abandonner le pays comme ça. On ne peut pas abandonner le pays comme ça. C'est Sidia qui a dit. Donc, il faut faire Tamba. Donc, pendant 2 ans, on fait quoi? Il va terminer. Non, mais on fait quoi pendant 2 ans? Il faut développer. Pendant 2 ans, on organise que des élections. Et quand on va développer les grandes gueules, on va développer l'industrie et l'énergie. Ça va nous permettre à certains niveaux de baisser l'importation et donc de subventionner les producteurs locaux. S'il y a un avantage comparatif de la Guinée, c'est dans le riz. Le Sénégal, c'est l'arachide. Vous avez certains pays, c'est dans d'autres choses. Mais Djiba, même ça, même l'arachide. L'arachide sénégalais est cultivé où? Mais toutes les terres guinéennes produisent de l'arachide. Toutes les terres. Et ça, il faut une production. Quand on va atteindre cette production, on va commencer à consommer ce que nous produisons. On va commencer à partir de cet instant-là à maîtriser les prix. Nous avons une inflation importée
Parfois, ça ne dépend pas de nous. C'est ailleurs, mais je pense que l'État, quand même, ce qu'il vient de faire, c'est salutaire. Il faut continuer à le faire. Comme il a dit, c'est le prix de la paix. Mais jusqu'à quand on va continuer avec cet État providentiel? Mais est-ce que cela dit, mon cher Mara, et qui n'est pas traité, qui n'est même pas sorti des greniers et des villages? Parce que simplement, il n'y a pas d'infrastructure routière. Alors dites-moi qu'on n'a pas besoin de développement pendant une transition. C'est l'expert. Les routes qu'on est en train de faire, puis ce sont des routes de la transition. Ça va participer à ça. Non. Après la transition, ne roule pas dessus. C'est pas compliqué. Non, mais il ne roule pas dessus. Parce que pendant ce temps, il est parti en Côte d'Ivoire pour ne pas rouler sur les routes. On était à Guékédou récemment. On était à Guékédou. Tu te rappelles de ces paysans? Les gars, on va écouter. Des grandes gueules. Je produis, il faudrait mais mettre je ne peux pas le vendre. micro dans. Voilà. Je produis, mais je ne peux même pas sortir ma récolte. Et déjà, on apprend qu'ils perdent le tiers de leur production. En effet. Rien qu'à cause des problèmes de transport. Un peu plus que le tiers, par ailleurs. Un peu plus que le tiers. Ouais. Alors, vous imaginez, quand déjà vous avez une déperdition déjà du tiers de votre production, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, vous faites quoi? Vous attendez après une transition pour commencer à les poser? Je trouve que c'est même pas censé de poser le problème sous cet angle-là. Attention, c'est un expert. Quand on vous dit production, Sidia, c'est un expert. Hein. Non, je ne parle pas de Sidia là. Je dis, puisqu'on parle d'agriculture. La transition, ça ne développe pas. Ça fait pas de route. D'agriculture. Voilà. Pendant ce temps, on a besoin de manger. Le développement. On est en train de vous dire. En train de vous dire qu'on a besoin de manger et que pour manger, il faudrait au moins que ce soit des coûts abordables. Qu'est-ce qui peut ramener ces prix-là dans une proportion raisonnable? C'est ce qu'on est en train d'analyser. Tout est intégré dans un système économique. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Les questions politiques, on les écarte de cela. Vous avez dit 600 milliards. Sur quelle période? Non, c'est jusqu'en juin. En juin. C'est ce qu'ils nous ont dit pour l'instant. Donc, vous avez 100 milliards par mois de déperdition. 100 milliards par mois de déperdition, comme ça pour l'État. Avec ces 100 milliards, vous aurez fait combien de kilomètres de route? Vous avez 100 kilomètres de route à l'intérieur d'une préfecture comme Guékédou. 100 kilomètres de route nouvelle bitumée pour aller vers des zones de production. Vous imaginez combien de fois le riz produit là-bas et vous savez que Guékédou seul peut nourrir la Guinée en riz. Vous imaginez déjà ce que cela pourrait avoir comme conséquence? Mais pendant ce temps, en fait, la Guinée, nous aimons trop parler politique. Lorsque nous parlons agriculture et autres, parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, cela a un impact directement sur la vie des populations. Parlons de ça, laissons les questions politiques de côté, laissons les politiques se débrouiller avec les politiques. Mais aujourd'hui, comment faire en sorte que l'argent, parce que ce que vous oubliez, c'est 600 milliards, en réalité, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent de tous les contribuables. En effet. Je vous disais ici. C'est ça le sujet. Je vous disais ici il y a quelques jours, je crois que c'était jeudi, sur à peu près 7000 entreprises qui doivent payer leurs impôts à l'État, il n'y a que quoi? 2000 qui les payent. Les 5000 il n'y a que 2000 qui les payent. En Guinée, il n'y a que 2000 qui les payent. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train sauvagement d'enrichir les riches déjà. Et au même moment, on prive l'État de moyens qui puissent aider les pauvres. C'est là la véritable question aujourd'hui. Comment les amener à payer? Comment contrôler les prix? Parce que quand même, je ne comprends pas qu'au 21e siècle, nous soyons dans un pays où l'État ne peut pas encore contrôler les prix. Ça fonctionne pourtant dans le domaine des hydrocarbures. Pourquoi l'exemple ne peut pas être dupliqué ailleurs? Et tu vois, Djiba posait la question tout à l'heure d'autres sources d'apport. L'État est assez mou sur la question des taxes, par exemple. La question de nos sources de revenus. Je ne sais pas ce qui se passe à ce non, mais ce qui fait mal aujourd'hui. Le conteneur que vous délivriez hier à 75 millions, aujourd'hui vous êtes à combien? 120. Beaucoup plus, jusqu'à 100 carrément. Maintenant, imaginez. Ceux qui étaient à 30 sont à 80, 85 aujourd'hui. Par exemple, ça sur les meubles. Donc le vendeur de meubles, lui, il ne peut pas les faire tourner si vite, ces meubles, parce que ça va forcément flamber. Il y a quelques jours, on parlait de qu'elle a fait une économie de plus de 10 millions. Un meuble qu'il a acheté car qu'il a fait par la route, le même meuble comparé alors que c'était plus de 20 millions carrément. En tout, 200 000 francs CFA de transport. Le monsieur a économisé plus de 10 millions sur le même meuble. Vous trouvez cela normal? Mais eux, ils subissent le contrôle. Plus de 20 millions. C'est important de le préciser. 20 millions. Parce que c'est cela. Maintenant, regarde l'effet pervers. Regarde l'effet pervers. Eux, ils sont surtaxés parce que tout est monté. Mais cette surtaxation sert à financer ceux qui importent les produits
les denrées de première nécessité. Et pour ceci, on casse tout. Tout à l'heure, on m'a parlé des moustiquaires, Milda. L'État, par exemple, n'exonore pas les moustiquaires. En tout cas, pas sur l'ensemble. Les moustiquaires destinés aux femmes en grossesse et aux enfants de moins de 5 ans, l'État impose quand même jusqu'à 4 sources de retenue à la douane. Mais on vous dit que pour ces gens-là, on casse. Eux, ils empochent cela parce que simplement, ils ne veulent pas ramener ces prix-là à une proportion raisonnable. Ce dont il s'agit, avec pour moi des agents et même le ministère du Commerce qui ne fout pas du tout son rôle, il faut leur dire, oui, le ministère de la normalisation aussi qui ne fout pas son rôle. Vous étiez en train de parler de sucre tout à l'heure et de riz. Le pot, qu'est-ce que vous dites que le pot c'est 1 kg? Est-ce que le même pot, quand vous mettez le miel, c'est le même poids que quand vous y mettez le coton? Chaque produit a son propre poids. Ça ne fonctionne pas, vous le savez. Ça masse. On vole, on siphonne, on saucissonne. Et non content de cela, ces gars-là sont incapables d'aller contrôler les prix sur le marché. Et ça, la faute primo, c'est à l'État. Mais deuxièmement, il faut dire à ces commerçants-là que normalement, ça ne doit pas se faire comme ça. Quid des organisations de, comment on les appelle, les ONG, les organisations de droit, de défense des consommateurs? Qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Dans la téléphonie, vous êtes présent dans les conseils d'administration. Vous bouffez de l'argent. Vous ne défendez pas le consommateur. Sur le riz, moi, je leur en veux pas. Ce que tout le monde consomme. Je ne leur en veux pas. Tous je ne leur en veux pas. Parce que ces gars-là sont Mara, blanc bonnet, bonnet blanc. Mara, je ne leur en veux pas. Parce qu'ils ont parfois porté des actions ici, ça n'a pas prospéré. Posons la question des. Posons la question des mairies. Absolument. Chacune des mairies a ce type de responsabilité. Qu'est-ce qu'on en fait? Justement. Au sein des municipalités, aujourd'hui, il y a des représentants du ministère du Commerce. Absolument. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Mais les maires eux-mêmes. Et vous savez, nous parlons là de l'État, mais même les municipalités. Et vous savez, ceux-là que nous élisons. C'est pourquoi je regrette quand même que le ministre Condé soit en train de démanteler complètement tout le système de décentralisation de cette façon aujourd'hui. C'est pourquoi ça me fait mal. Lui, on parlera. Parce que nous devrions leur demander des comptes à ces maires. Nous devrions leur demander des comptes à ces maires. On va en parler, on va parler de l'un tout à l'heure, qui est en train de vendre des propriétés privées du côté de Kaloum. On en parlera. Voilà. Justement, un message. Permets Diba, tu termineras. Allez-y. Parenthèse pour dire que vous savez, même au niveau des marchés, il faudra éviter de taper de la table. Oui, c'est le coup de la colère. Quelle colère? C'est une joyeuse colère. Hein. Vous savez qu'au sein des marchés, il existe quand même des services, comment on appelle, délocalisés ou dédiés au contrôle des prix et des qualités qui parfois... Ce sont des services déconcentrés. Déconcentrés au sein des marchés, vous savez que ça existe. Donc lorsque Mara pousse sa colère jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau des services de contrôle de qualité, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que c'est un service, certes, qui a posé des initiatives qui ne sont pas allées loin, mais ils n'ont pas pris leur responsabilité de communiquer assez sur les initiatives prises. Et à mon avis, ils ont un droit de recours, celle d'absolument vouloir faire leur travail, mais vous avez des accointances entre eux et les administrateurs de marché. Accointances. Oui, accointances entre eux et les administrateurs de marché qui parfois soutiennent des actions pareilles. Donc, à mon avis, la chaîne de corruption, elle est tellement imbriquée qu'il est complètement difficile de sortir de cette nasse. C'est seulement l'État qui, à un moment donné, peut prendre la responsabilité de pas mettre fin, c'est difficile, mais au moins d'atténuer cela. Ah, pour une nasse, crois-moi, c'en est une. Justement, on termine avec cette réaction. Voilà, il y a un auditeur qui nous écrit du Congo, Brazzaville. Bonjour Espace, bonjour à tous, à toute l'équipe. Je vous informe qu'ici au Congo, Brazzaville, c'est obligatoire pour tout le monde d'afficher le prix au marché, comme dans les boutiques dans le quartier. Au cas contraire, l'amende est de 80 000 francs CFA. Pour les non-respects d'affichage, les prix, les agents de commerce sont tous les jours là pour faire le contrôle. Donc ça veut dire que ça marche du niveau du Congo-Brazzaville. Je pense qu'on peut implémenter Maintenant, j'aimerais dire une chose sur le contrôle. L'État a deux services. Mohamed Mara parlait tout à l'heure de l'Institut de normalisation et de métrologie. Et c'est sur la forme. Par exemple, quand vous envoyez du lait, il regarde un peu l'ingrédient, ce qui rentre dans le cadre de la composition. Non, ça c'est l'ONCQ plutôt. Ok, l'ONCQ. Maintenant, au niveau du service contrôle qualité,
C'est le fond, c'est l'ONCQ. Ça, c'est l'ONCQ. Mais la métrologie également fait aussi ce travail. On vérifie les poids, les conformités par rapport mais au poids, par exemple. La métrologie a effectivement du dispositif pour ce travail de laboratoire. Le laboratoire, ils le font aussi. Donc je pense qu'on a deux entités qui peuvent faire ce travail. Mais j'aimerais dire une chose, parce que quand les gens continuent à dire non, ils ne sont pas là pour le développement, il faut faire vite et partir. On ne peut pas abandonner comme ça le pays. Je pense que... Il faut... Non, les routes, on a parlé des routes. L'agriculture pour le développer, il faut des routes. Faites-nous les routes pendant ces 24 mois et partez après les 24 mois. Celui qui n'en est pas content, le matin, qui ne roule pas sur ces routes, il faut des routes. Sans les routes, on ne peut pas développer l'agriculture. Sans les routes, on ne peut pas développer. Mais lui, il ne roule pas sur les routes de la transition. Le développement passe par la route. C'est pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire. Les vins sont pour le corps humain, ce que les routes constituent pour un pays. Donc sans route, il n'y a pas de développement. Il faut que les gens comprennent ça. Bien, sans route, pas de développement.